Aujourd'hui, émission Talent du sport depuis le Salon des sports et parasports et on reçoit justement un invité parmi ceux qui font rayonner le sport par leur passion, leur engagement et leur parcours. Et bien là, je crois qu'on avait l'invité parfait. Il s'agit de Nigel Bailly. Bonjour Nigel. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Mais merci de m'accueillir surtout. C'est un vrai plaisir honnêtement depuis tant d'années que je te côtoie de pouvoir être là sur Radio Sport avec voilà ce portrait que je vais faire assez rapidement de toi. Mais il y a des choses à dire. Tu es passionné de sport mécanique. Ça fait combien de temps ? Oh, je dirais que ça fait maintenant plus de 20 ans, étant donné que j'avais commencé par la moto. Et bon, la suite logique, on la connaît, hein, avec un accident, un malheureux accident à l'âge de 14 ans. Et puis mes premiers débuts en karting dans la foulée et un peu plus tard en sport automobile. Oui, parce que tu es un pilote en situation de handicap, ça je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, mais en tout cas tu es paraplégique depuis donc maintenant quelques années, mais tu as su vraiment rebondir, faire preuve de résilience et ça c'est une véritable qualité. Tu pilotes avec des voitures de génération récente, des GT3 et tu as gagné dans des championnats face à des valides. On a eu la chance de pouvoir remporter quelques courses dans diverses catégories. Maintenant, il est clair que ce sont des exploits qui ne sont pas évidents à mettre en place parce qu'il y a quand même beaucoup de travail en amont pour équiper les voitures et pour pouvoir partager le même terrain de jeu que les personnes valides et les pilotes valides en l'occurrence. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de projets humains et sportifs à la fois, donc c'est toujours positif en tous les cas. Ouais, ça c'est clair, c'est une vraie mise en valeur justement du sport mécanique. Tu as amené ton casque en plus, alors casque qui est traditionnel, lui pour le coup, puisque c'est un casque homologué. Par contre, ta voiture, même si elle est pareille, j'allais dire de l'extérieur, il y a quand même des adaptations qu'il faut faire. Comment ça se passe ? Alors, c'est toujours un petit peu le parcours du combattant pour pouvoir équiper une voiture, parce que d'une voiture à une autre, il est clair que la conception et les modèles et les châssis sont différents, et donc il est important de bien étudier le tout en amont pour pouvoir vraiment bien développer les systèmes. Alors principalement les systèmes, ce sont 3 éléments à changer et à développer. Cela reste l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Donc voilà, il y a certaines voitures qui sont un peu plus, je dirais, handicap friendly que d'autres. Ah oui. Par contre, certains modèles où c'est un peu un véritable casse-tête, quoi. Alors comment est-ce que ça se fonctionne ? Parce que tu fais tout à la main, j'imagine, tout au volant. Comment est-ce que les adaptations sont véritablement faites ? Alors, pour ma part, je parle bien pour ma part parce qu'il y a divers niveaux de handicap et chacun a une certaine habitude et a une envie également d'évoluer avec certains systèmes. Mais pour ma part, j'ai un accélérateur derrière le volant. D'accord. Qui est un accélérateur de type analogique sur lequel on vient tirer pour accélérer. Il y a un potentiomètre qui est relié à la gestion moteur via un boîtier, pour ne pas citer la marque Pimas. Oui. C'est un boîtier Pimas qui est donc un grand distributeur en France de solutions PMR à la conduite. Ça veut dire que tu n'es pas alors pied au plancher, j'allais dire, mais main au plancher, t'es pas... Non, voilà, mais par contre ce sont des systèmes hybrides, donc ça veut dire que sur un simple bouton sur la console centrale, il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir récupérer le fonctionnement des pédales ou le fonctionnement de l'accélérateur à main. Donc tu nous dis que tu peux partager avec un pilote c'est ça, tout à fait. Traditionnel. Exactement, donc l'idée est de créer des systèmes hybrides qui n'empiètent pas, je dirais, sur le bon fonctionnement et le bon pilotage d'un pilote valide. Donc pour ma part, c'est un accélérateur sur lequel je tire pour accélérer. Ensuite, à ma main droite, il y a un frein hydraulique sur lequel on pousse pour freiner, et vient s'ajouter à cela le système d'embrayage qui est également un système d'embrayage hydraulique sur lequel nous venons pousser. Mais le système d'embrayage, il est utilisé uniquement en cas de tête à queue, par exemple, si il y a une erreur du pilote où on vient s'arrêter. Et ou à l'entrée et à la sortie des stands. Donc une fois qu'on est arrêté au stand, eh bien, on applique l'embrayage uniquement pour démarrer, et une fois que nous sommes sur la piste, on n'a plus besoin d'utiliser cet embrayage. Donc voilà, mais il faut quand même trouver des solutions pour pouvoir appliquer une pression hydraulique pour pouvoir enclencher tout le système et pouvoir démarrer la voiture, quoi. Ouais, j'imagine, hein, il faut trouver des solutions pour que ça fonctionne. Alors toi, tu es pilote belge, est-ce que tu as vu une facilité, une difficulté selon les pays, parce que maintenant tu roules à l'international justement ? Alors,
il est clair que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir recenser le nombre de voitures qui sont équipées à travers le monde. J'avais déjà, pour ma part, lancé quelques idées auprès de la FIA pour justement recenser toutes les voitures qui ont été homologuées par la FIA. Mais malheureusement, ça n'a pas été retenu. Mais il faut savoir aussi que toutes les voitures qui sont aujourd'hui sur le circuit européen, voire à l'international, ces voitures-là font l'objet d'une homologation en amont pour vérifier que le système qui a été installé dans la voiture soit un système fiable. Parce que, encore une fois, il en va de la sécurité, de notre propre de notre propre sécurité, mais aussi d'autrui. Donc si on vient à casser le frein ou casser un système quelconque qui a été développé en pleine utilisation, en pleine course, ça peut être dramatique. Ouais, j'imagine, effectivement. Donc il y a toujours des homologations en amont pour véritablement vérifier que le travail a été fait correctement. Ça, c'est hyper important. Et donc aujourd'hui, je dirais que la complexité est de pouvoir avoir un nombre suffisant de voitures équipées à travers le monde, que ce soit même en Europe. Il n'y en a pas des masses. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on sait très bien qu'il y a des coûts inhérents au sport automobile. Mais on essaye en tous les cas de pousser un maximum et de malgré tout susciter certaines vocations. Bien sûr, et il y en a d'ailleurs. Alors je vais rebondir aussi sur le fait que tu nous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures équipées. Il n'y a donc pas de championnat dédié à des pilotes PMR, pas comme à moto par exemple. Non, effectivement. Donc je pense que le sport automobile tel qu'il est aujourd'hui, c'est très bien parce que ça permet malgré tout une certaine inclusion, mais je n'aime pas le terme inclusif. Ah, pourquoi ? Mais parce que j'aime pas ce terme, tout simplement parce que je trouve que si on l'emploie, ça veut dire que de prime abord, il y a une exclusion. Ok. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais, je comprends. Donc, toi, tu fais partie, t'es un pilote. Voilà, c'est ça. Parce que le sport automobile aujourd'hui est un des seuls sports à travers le monde qui le permet encore. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule sur 4 roues, donc même si il faut être cohérent et factuel, le fait de piloter avec 2 membres au lieu de 4, il n'y a rien à faire. Il y a quand même une différence dans la performance. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas reproduire ce que nous faisons, enfin ce qu'un pilote valide réalise avec 4 membres, qu'un pilote en situation de handicap. Même avec des adaptations, c'est pas jouable d'avoir les mêmes difficile. Résultats. Ah oui. C'est vraiment difficile. Honnêtement, en toute honnêteté, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a également le côté sensitif, le côté physiologique de la chose, parce qu'il n'y a rien à faire. Un pilote va utiliser ses jambes et son bassin, etc. pour ressentir la voiture. À d'autres moments, nous partons déjà avec cet handicap du sensoriel. Donc, dès le début, sans avoir même mis, je dirais, un orteil dans la voiture, on part déjà avec un problème physique, physiologique, pour nous permettre de ressentir la voiture comme un pilote valide. Donc, rien que sur cette base-là, on part déjà avec un problème. Ensuite vient le problème de l'adaptation, où il faut que ce soit un système qui soit ergonomique, qui soit développé autour du pilote, selon son ressenti. Voilà, donc, et ça prend du temps. Ça prend du temps, et qui dit du temps, dit de l'argent, des tests, de la finalité et de la fiabilité derrière. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend malheureusement pas mal de ressources financières. De ressources financières également. Donc voilà, c'est surtout ça le bas qui blesse, ça reste le financement. Alors comment tu t'es lancé en 2016-17 dans cette aventure folle ? Parce que quand même, on va le dire, tu es le seul pilote paraplégique qui a fait deux courses, 24 heures du Mans et 24 heures de Spa. Tu te serais cru capable de faire ça dès tes débuts en voiture ? Non, jamais de la vie, bien au contraire. Parce que après avoir effectué mes études, j'ai pas eu la chance de trouver un boulot, même après avoir réussi brillamment mes études avec 2 licences, donc c'est l'équivalence de 2 bacheliers en Belgique. Ah ouais, dingue. Donc voilà. C'était en quoi d'ailleurs ? En immobilier et en secrétariat de direction. Ok. Et maintenant tu t'en sers pas trop en fait de tout ça ? Si, un petit peu ? L'immobilier non, pas du tout, mais peut-être plus le secrétariat de direction oui, parce que malgré tout les échanges, le fait d'aborder des personnes, etc. Il faut quand même avoir une certaine culture derrière, parce que voilà, on a tendance à assimiler le sport automobile avec des gens qui ne sont pas spécialement intelligents.
Mais bon, preuve en est, il y a moyen de Oui, combiner les deux. je Bien crois. qu'il faut quand même une certaine intelligence pour pouvoir rouler à haut niveau, On est d'accord. puisqu'il y a quand même beaucoup d'ingénierie. Comprendre le fonctionnement d'une voiture, ce n'est pas rien. Il y a tellement de réglages également qui sont possibles sur une voiture de course. Donc voilà, c'est quand même important d'avoir une certaine matière grise On imagine. fonctionnelle. Et tu t'en es servi justement pour trouver des solutions parce que donc Bien sûr. pas d'emploi trouvé. Et là Bien tu fais sûr. quoi? Alors c'était le début et je dirais la genèse de la quête de ce plus grand rêve qui était le sport automobile. Parce que moi j'ai toujours rêvé de faire du sport automobile. Mes parents étaient un petit peu, bien entendu, réticents à l'idée que je sois l'entretoise entre le siège et le volant. Oui, alors après ton accident, parce qu'au Bien sûr, début, je bien pense qu'ils sûr, étaient en bien soutien, sûr. non? Oui, tout à fait, bien sûr. Après mon accident, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même eu un problème, a fortiori une chaise roulante, une paraplégie à 14 ans. Donc pour eux, ils s'imaginaient que faire du sport automobile, ça allait pouvoir tôt ou tard m'aggraver. Ok, Donc forcément, ça se comprend. ça se comprend, hein, ce qui est normal. Tout parent, je pense, aurait réagi pareil. Maintenant, j'étais majeur, vacciné, et j'ai commencé relativement tard, à l'âge de 27 ans, le sport automobile. Je n'étais plus chez mes parents, j'étais chez moi, dans mes appartements, donc Voilà. je faisais ce que j'avais envie. Mais encore une fois, c'était toujours mieux d'avoir, je dirais, leur Approbation. retour, leur approbation et leur retour sur les risques mesurés ou non. Et puis, je me suis lancé à rechercher des partenaires pour lancer un projet avec une Renault Clio Cup à l'époque. D'accord. Dans Oui, parce un- que ta première course, c'est une course d'endurance. C'est ça, c'était une course de 6h40, c'était le Spa 400. Donc on s'est dit on y va gaiement. C'était le grand bain, on y va, c'était 6h40 de roulage à 2 pilotes. Donc Wow. c'était quand même pas mal. Et puis avec une Renault Clio Cup de 3e génération. Maintenant je pense qu'on est à la 6e. Ouais, 5 ou 6, plus ou moins. Donc à l'époque il y avait déjà la 4e qui était en route. Donc voilà, ça s'est super bien passé. On finit, c'était une catégorie open, hein, donc il y avait 60 voitures engagées quand même, donc c'était pas rien. Ouais. 60 voitures engagées. Et on finit 2e de classe, Waouh. classe 2 litres, Ouais. et 14e en général. Donc bravo, là franchement c'était déjà sur une bonne lancée, sur une bonne Ouais, dynamique. ouais. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à penser à faire les 24 heures du Mans? C'est impossible normalement. Alors c'est un projet qui est arrivé un peu de nulle part. En Ouais. tous les cas, en 2017, si je ne m'abuse, il y a un projet qui est présenté lors de la conférence de presse aux 24 heures du Mans au mois de juin, qui annonce que Frédéric Sausset voulait lancer une filière pour permettre à d'autres personnes en situation de handicap de vivre ce qu'il avait eu la chance de vivre. Oui, parce qu'on rappelle qu'en 2016, il a été le premier pilote quadri-amputé à participer et à terminer les 24 heures du Mans. Oui, tout à fait, exactement. Aux côtés de Christophe Tinceau et Jean-Bernard Bouvet. Et donc, en septembre 2027, 2017, pardon. Ouais. Là, c'est ta chance. Tu te dis, mais... Oui, voilà, c'est ma chance. Et bon, encore une fois, j'y allais vraiment sans aucune conviction. Je me dis, voilà, je vais au Mans, je roule sur un petit circuit qui était la Maison Blanche, qui est vraiment lié au Porsche Experience Center. Donc, je prends aucun risque. En plus, il faisait un temps belge. Bon, je dirais plutôt même un temps anglais, hein, vraiment. Ah oui. Le mur d'eau, la rosée, la brume, il y avait la totale, sauf le soleil. Il n'y avait rien d'autre à part la pluie. Bon, je me suis dit, voilà, ok, je viens sans conviction aucune. Le but est de passer une bonne journée, de passer un bon moment, et au final, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Je ne regretterai pas mon déplacement et de m'être inscrit à cette sélection. Et je continuerai mon petit bonhomme de chemin de mon côté à faire ce que je peux faire de mieux ou à contrario. Et puis j'ai la chance d'avoir été repris dans cette filière en début 2018. Les choses étaient lancées et on allait passer quand même un sacré cap puisque ça passait d'une Clio Cup. Ensuite j'ai fait quelques courses avec une Seat Leon Super Copa Ouais. Voiture MK2. préparée quand même, ouais. Oui, là par contre ça commençait à parler parce que
allez, cette voiture-là, à l'époque, pouvait rouler en 2,37 sur Spa-Francorchamps, ce qui était déjà pas trop mal. Par rapport à une F1, c'est quoi 30 secondes peut-être de plus? Ouais, un peu plus, 40 secondes. Ouais. 40 secondes, mais bon. Non, mais c'est pas grand-chose. C'est déjà pas très. Enfin, je dirais que c'est pas trop mal. Le step était déjà là par rapport à la Clio. Donc, c'était une voiture qui pouvait développer 420 chevaux. Donc, voilà, ça marchait vraiment pas mal. Sauf qu'après, tu passes en proto. Sauf que, oui, quelques mois après, les débuts en LMP3. Et là, c'est véritablement le projet qui est lancé avec 3 années de roulage, avec une finalité, je dirais, la finalité in fine, je dirais le Graal, les 24 heures du Mans. Et puis avec un passage en ELMS et autres. Donc voilà, c'était un projet pour lequel je n'aurais jamais pu espérer, imaginer en être. Maintenant, encore une fois, avec un petit peu de chance et avec un petit peu de volonté. Du travail aussi. Hein. Oui, parce que derrière, bien entendu, il y a énormément de travail. Une fois que ce genre de projet est lancé, il faut quand même assurer la chose parce qu'il faut trouver des partenaires, il faut quand même trouver des financements. Physiquement parlant, on était des novices en la matière, donc c'est pas la même chose de rouler avec une LMP2 qu'avec une Renault Clio Cup ou une Seat Leon Super Copa. Donc forcément, il y a quand même un cheminement important derrière à mener et il n'a pas été simple, hein, bien entendu, ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas été facile, mais je dirais que le jeu en valait la chandelle. Et maintenant, on en connaît la finalité du projet. On a fait Le Mans, on a terminé Le Mans. J'ai pris part l'année qui suit aux 24 heures de Spa. Bon, voilà, ça reste 2 des plus grandes courses d'endurance au monde. C'est clair. En plus, à domicile, Spa. Donc... Et en plus, à domicile, la parade des pilotes qu'on n'avait pas eu la chance de vivre. C'est vrai, avec le Covid. Avec le Covid, puisqu'il y avait une jauge qui était réservée pour les spectateurs à raison de 50 000 spectateurs. Donc, au final, c'était pas beaucoup quand on voit l'intégralité du circuit des 24 heures du Mans. Donc voilà, on a connu malgré tout les 24 heures du Mans en demi-teinte, mais c'était mieux que le 2020 parce qu'au final, le projet a été reporté d'une année. Et là, je pense que ça a été la meilleure décision que M. Sausset pouvait prendre à l'époque. Et donc c'était super positif pour nous parce qu'on a quand même pu vivre Le Mans de manière un petit peu réduite, mais on l'a quand même vécu. Mais donc voilà, si un jour j'ai la chance de pouvoir y participer de nouveau, j'espère que ce sera dans des conditions intégrales et vivre la pesée, la parade des pilotes, enfin tout dans son intégralité, quoi. C'est clair, c'est clair. Est-ce que c'était un rêve? Parce que mine de rien, c'est allé vite quand même, hein, parce que tu t'es lancé officiellement en compétition en 2017, 2021 t'es au Mans, 2022 t'es à Spa, 2024 tu fais des victoires face à des pilotes valides. Incroyable. C'est clair, ça a été très vite. Maintenant, ce qui est fortement dommage, je trouve, c'est que malgré tout, dans l'esprit des gens, comme malgré tout, nous pratiquons un sport avec des valides, eh bien, nous sommes considérés un peu comme des extraterrestres, je dirais dans le positif comme dans le négatif. Voyez. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de se faire un trou parce qu'il y aura toujours un peu de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui diront ouais, mais il trouve des partenaires parce qu'il est en chaise. Oui, mais il trouve des partenaires parce que si, parce que là. Enfin, c'est comme prenez ma place, prenez mon handicap. Hein. Mais c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas plus loin que leur bout de leur nez et des grands pilotes. Des grands pilotes ne s'attarderont jamais sur notre cas, par exemple. T'as pas eu des partenaires, des parrains, j'allais dire, qui se sont intéressés à toi, des grands champions peut-être, ou des vainqueurs qui se sont intéressés parce que tu les as peut-être battus ou tu t'en as approché? Non, pas spécialement, non. Mais par contre, j'ai eu de respect de grands monsieur, comme je dirais Jackie X. J'allais le citer parce que lui, c'est quand même la légende. Bien sûr. Des personnalités comme Kevin Magnussen ou Patrick Dempsey, des personnalités qui sont reconnues, qui ont quand même un petit pied dans le sport automobile. Bon, Jackie X, Magnussen, on ne les présente Pilote plus. Pilote de F1, vainqueur du Mans. C'est ça. Donc, mais je trouve que malgré tout, les gens ne nous prennent pas suffisamment au sérieux. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. C'est ça que je trouve que les choses devraient changer. Parce qu'on arrive à soulever des montagnes, oui. Mais malgré tout, il faut être encadré, il faut être vraiment bien entouré. Je dirais qu'il y a un team en France qui s'appelle CMR. Oui, qui t'a fait rouler d'ailleurs. Bien sûr, avec la Bentley, qui a quand même pris le projet à bout de bras pour dire non, mais on va le faire.
que tu peux nous raconter un petit peu, Nadjan? Alors en 2022, j'ai la chance de faire la rencontre de CMR via Yann Bellhomme, qui n'est plus à présenter dans le milieu du sport automobile. Et c'est quand même l'équipe qui a dit, allez, on n'a pas peur du défi, on va y aller, on va faire les choses. Parce que c'est vrai qu'après les 24 heures du Mans et le programme qui se terminait, ben, à un moment donné, on se retrouve un petit peu confronté à la solitude, puisqu'on n'a plus de programme établi, on n'a plus je dirais, de vision à plus long terme. Et donc CMR m'a dit, allez, viens, on y va. Nous, ça nous plaît, on a envie de développer un truc ensemble. Et on l'a fait. Donc on a quand même été la seule Bentley engagée, avec une décoration exceptionnelle, avec une art car. Il y avait un projet également humain derrière, puisque on voulait soutenir une association belge liée au sport adapté. Donc le handisport était notre vecteur de vouloir faire les choses. Et donc voilà, on a accueilli aussi 25 personnes en situation de handicap, plus 25 accompagnateurs lors des 24 heures de Spa. Donc encadré tout ça, tout frais payé. Ils ont vécu un week-end exceptionnel. Ils ont pu découvrir la plus grande course GT3 au monde. Donc voilà, je crois que c'était une très très belle chose de pouvoir aussi rendre ce que moi j'ai la chance de vivre. Bien sûr. Non pas spécialement de l'intérieur, puisqu'il n'était pas dans la voiture, mais un peu plus, je dirais, dans les coulisses que ce qu'on pourrait le voir à travers la télé. Donc voilà, ça a été des vecteurs importants pour moi de rendre un petit peu, je dirais, accessible tout ça, quoi.